Alors après avoir vu l'interface globale et le fonctionnement général, j'ai envie de vous montrer dans XNView ce qui fait vraiment la force du logiciel. Et c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans Bridge, il y a un menu outils qui est similaire et qui propose vraiment de faire des tâches très spécifiques. Alors évidemment la première qui vient à l'esprit c'est la recherche que vous ne trouverez pas en fait dans le menu édition, mais que vous allez trouver dans le menu outils. Vous voyez, rechercher ici, CTRL F. Donc on peut y aller juste rapidement, mais ça correspond en gros à tout ce que vous pouvez attendre d'un module de recherche. Et vous pouvez notamment faire une recherche sur certains critères. Donc évidemment sur le nom du fichier, qui est quand même le truc de base auquel on pense en premier, mais vous pouvez faire une recherche par exemple dans le répertoire courant sur des données EXIF, sur des données XMP, sur des données IPTC et sur toute autre métadonnée que propose XNView. Donc ça permet de trier par exemple les images qui auraient été prises à une date donnée ou sur n'importe quelle données XMP ou métadonnées qui vous intéressent. Donc ça c'est cool. Dans le menu édition justement on a quand même aussi des trucs intéressants comme par exemple la copie et déplacer. Par exemple, admettons que ces images, je veuille les mettre quelque part, donc on va revenir. Ici c'est un dossier de photos prises par Tiziana Anesi, qui est photographe dans le sud de la France, sur un reportage qu'il avait fait sur les éoliennes. Donc on va les prendre, ces images, et en fait je vais vous montrer, c'est un prétexte évidemment, mais je vais vous montrer comment on peut faire renommer les images par lot, donc pour éviter d'altérer mon dossier évidemment dans mon dossier de tuto. Je vais le mettre juste pour le moment sur le bureau. Vous voyez qu'on a une fenêtre de copie qui est propre à XNView, c'est pas l'explorateur qui travaille. Je vais revenir sur le bureau en allant dans dossier et en mettant hop, ici la arborescence, on va aller tout simplement sur le bureau. Donc il y a quelques trucs qui traînent sur mon bureau et il y a donc le dossier qui a été copié. Donc on va aller là-dedans. Donc comme ça, si je fais des trucs sur les fichiers, je vais pas altérer mes images que j'ai stockées pour travailler. Donc vous avez vu qu'on a évidemment copié et déplacé, on peut créer des nouveaux dossiers, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans l'explorateur. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller créer ou déplacer des fichiers ailleurs, hein, comme dans Bridge de toute façon. Donc c'est vraiment aussi un explorateur de fichiers, j'ai envie de dire traditionnel, c'est-à-dire que quelque part, il pourrait remplacer complètement l'explorateur de Windows ou le Finder du Mac. Je vais pas rentrer dans la guéguerre PC Mac, puisque de toute façon moi j'utilise les deux. Mais s'il y a bien un truc sur Mac moi qui m'agace, c'est quand même le Finder. Qui est quand même pas le truc le plus stable du monde, qui a finalement évolué de manière cosmétique, mais dès qu'on manipule une grande série d'images, enfin en tout cas une grande série de fichiers, c'est pas, je trouve pas ça très stable. Dès qu'il y a un problème sur un fichier, ça arrête tout. Enfin, j'ai quand même eu plus souvent des problèmes avec le Finder qu'avec des copies sur l'explorateur depuis Windows 10, parce qu'évidemment l'explorateur avant était pas non plus très réputé pour être stable, mais depuis Windows 10 ça s'est beaucoup amélioré. Donc si jamais vous êtes allergique au fonctionnement du système au niveau de la manipulation des fichiers, donc Finder ou Explorateur, bah vous avez XNView qui peut vraiment prendre le relais. Donc dans les outils, on peut évidemment faire une recherche de fichiers similaires. Donc quand vous allez rentrer là-dedans, vous pouvez pouvoir lui dire de trouver dans le dossier et aussi en mode récursif, c'est-à-dire dossier et sous-dossier, tous les fichiers qui auraient le même nom, qui auraient les mêmes données, c'est-à-dire exactement si vous avez des duplicata, et vous pouvez ignorer des extensions au passage. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Quand on a des dossiers où on range pêle-mêle des photos qui sont à trier, des trucs qui sont en cours, des projets en cours, et que au bout d'un moment vous finissez par ne plus vous y retrouver. Et voilà, ça vous permet de retrouver facilement, en gros, je pense que la plupart du temps quand vous allez faire ça, c'est pour chercher vraiment des duplicata et gagner de la place. Je pense que ça va être ça le truc. Et pour ça, c'est quand même assez bien foutu. Autre chose, donc parmi les outils que je veux vraiment vous montrer qui sont hyper intéressants, si je prends toutes ces images et que je vais dans outils, je peux les renommer. On va aller dans renommer par lot. Et vous voyez que, alors on va agrandir la fenêtre carrément, voilà. On va prendre toute la fenêtre. Donc on a ici l'ancien nom, le nouveau nom et le dossier dans lequel il va être stocké. Donc on peut faire plein de trucs sur le renommage évidemment. On peut faire un modèle de nom. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ici avec le petit bouton lecture, en fait c'est une flèche. On va pouvoir utiliser des jetons, ce qu'on appelle les tokens dans Capture One, pour mettre une variable. Par exemple, on pourrait baser le nom du fichier sur la date par exemple, donc date de modification. Vous voyez que ça va se renommer, donc ça donne un truc assez indigeste. Mais voilà, c'est une variable qui va changer en fonction de ce qui a été trouvé dans le fichier. On peut faire un énumérateur numérique par exemple, dire qu'elles vont se numéroter de 1 jusqu'à 27 puisqu'il y en a 27. Donc on pourrait faire par exemple sur les numérotes mettre un underscore suivi derrière de la date actuelle ou même d'une donnée EXIF par exemple, si jamais elles sont renseignées en tout cas, mettre copyright, donc là ça n'a pas été renseigné, vous voyez qu'il n'y a rien qui sort, donc
forcément il y a rien qui va afficher. Caméra par exemple, modèle, hop, on peut faire du coup une énumération en mettant automatiquement le nom de l'appareil. Donc vraiment si vous avez des besoins pour renommer, vous allez vraiment trouver votre bonheur parce que ça correspond aussi à ce qu'on a dans Bridge. Donc là moi par exemple je vais juste faire une énumération suivie de mon nom, suivi du nom de Titiana, hop, et on les renomme comme ça par exemple. Ok, donc ensuite évidemment vous pouvez mettre changer l'extension, ce qui en l'occurrence ici sur des CR2 est un peu idiot, on va pas mettre du JPG, mais admettons que vous vouliez par exemple, vous voyez qu'il y a des CR2 ici et il y a des JPG, on va pouvoir changer la casse par exemple. La casse elle est un petit peu mixée, moi j'ai envie de tout mettre en minuscule par exemple, donc on va tout mettre en minuscule, ou on pourrait faire l'inverse et mettre tout en majuscule quoi. Donc ça c'est assez pratique pour ceux qui ont des flux de travail. Je sais que suivant les productions, moi j'ai été amené à travailler avec on va dire des environnements où on est des fanats de la majuscule, où tout est écrit en majuscule, et d'autres où tout est en minuscule. Ne serait-ce parce que ça demande de faire un shift sur les noms. Moi j'ai tendance à dire tout en minuscule c'est le mieux, sauf le nom des répertoires principaux, des trucs importants, genre le dossier rendu par exemple quand je fais un tuto. Mes dossiers principaux dans mes productions tuto, ils sont en majuscule, mais à l'intérieur tout est en minuscule, c'est juste les dossiers. Ce qui permet en fait quand on a un chemin comme ça, quand on voit le nom de fichier suivi après son chemin, on voit tout de suite quel est le nom du dossier dans lequel il est. C'est mon petit moyen en fait de me dire le dossier dans lequel mes fichiers sont stockés, lui il est en majuscule parce qu'au moins il sort du lot. Et du coup ça me permet de le voir plus facilement dans un environnement où il y a beaucoup de fichiers. Bon, ça c'est mon truc perso, je sais pas si ça va vous parler, ça va vous intéresser, mais bon, voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc ensuite on peut faire un remplacer. Donc on va pouvoir remplacer un truc que l'on aurait mis dans le nom. Donc par exemple ici on va faire un truc idiot, on va remplacer un truc que je viens juste d'ajouter. Donc si je prends Julien par exemple, et que je lui dis de remplacer avec test, vous voyez qu'il a trouvé que après avoir fait tout ça, il envoie dans cette case là, et cette case là elle peut faire encore un truc derrière. Ça peut être aussi un truc de variable, c'est-à-dire que si jamais vous lui envoyez là-haut une variable, et que vous lui dites que parmi les résultats potentiels, si jamais il y a un truc qui à un moment écrit Julien et vous voulez l'appeler Julien, je sais pas, avec un A par exemple, bah il va vous le faire. Évidemment quand il le rencontre pas, il le touche pas, mais quand il le rencontre, boum, il le remplace. Donc ça peut dire, voilà, je mets un nom de variable basé, admettons, sur le nom du créateur, voilà, dans le données d'IPTC, le copyright, mais par contre attention, à chaque fois qu'il y a un Julien qui sort, admettons que l'appareil photo, les données étaient écrites avec un Julien avec un E alors que c'est avec un A, ou inversement, parce qu'en l'occurrence moi c'est avec un A, c'est avec un E et pas inversement, donc voilà, je sais que j'ai prêté ma caméra, et que j'attends des photos de collaborateurs par exemple, et que les données ont mal été écrites, je mets une variable pour le nom du créateur, mais je sais que quand il a mis mon nom, il a mis un A, et je veux que quand le A il sorte, quand le Julien il sorte, il me recorrige ça avec Julien. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt bien foutu, on peut vraiment faire des conditions et du renommage par lot qui soit quand même assez fin, et une fois que c'est fini, tout ça quand même, évidemment on peut cliquer sur OK, et il va tout renommer, donc on va cliquer sur OK, et vous voyez que boum, toutes les images se sont renommées avec les critères que je lui ai donnés. Ok, alors le truc que je voulais vous montrer c'est l'exportation, donc on va aller dans outils, puis exporter. Alors vous voyez un truc qui est super important parce que vous avez peut-être pas fait gaffe, mais en réalité j'ai choisi plusieurs images. Voilà, vous faites pas piéger quand on va dans outils exporter, on va pas avoir la possibilité d'exporter plusieurs images. Donc on a tous les formats de fichiers qui sont supportés ici à l'enregistrement, on choisit les options, on clique sur exporter, mais si vous voulez faire plusieurs exportations, c'est-à-dire en gros tous les fichiers sélectionnés, ça s'appelle pas exporter mais conversion par lot. Il aurait peut-être été intéressant que ces deux options soient côte à côte, parce que clairement, si vous voulez faire de l'exportation, c'est là où vous allez aller. Et bon, ils ont jugé bon que c'était le fait que c'était par lot qui faisait qu'il fallait regrouper ces options, et non pas que c'était une exportation. Donc je comprends aussi la logique, mais bon, bah, vous faites pas avoir. Exporter c'est juste une image, conversion par lot c'est exporter plusieurs images. Donc ici dans source, on va pouvoir choisir, on va grossir cette fenêtre, on va pouvoir choisir les images que l'on exporte. Je sais pas pourquoi il m'a laissé changer l'ordre, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai toutes mes images que je vais exporter. On peut ajouter des fichiers, on peut ajouter des dossiers, et on peut faire un dossier contrôlé, qui est en fait un dossier. Alors dossier contrôlé, ça fait quoi? Ça va ajouter en fait un dossier où à chaque fois qu'il y a des images qui vont dedans, il va les convertir. Ensuite, alors ça c'est vraiment le truc le plus important, c'est voilà de choisir où sont vos images et qu'est-ce que vous voulez exporter. Donc on va prendre par exemple bien les sources, les 27. On va faire une action. Mais on peut en faire plusieurs. La première action, c'est balance des couleurs, ici. Vous voyez que ça change complètement la balance des couleurs.
Voilà, on va tout effacer, on peut mettre d'autres actions, on peut mettre par exemple image, et on peut lui dire de mettre un filigrane. Donc filigrane image, pour mettre un logo, avec différentes tailles, différentes options. On peut faire plein de trucs en fait, vraiment ici il y a plein d'actions, dont notamment par exemple le fait de faire un niveau. Vous pouvez légèrement changer le niveau, donc on va mettre ici 1.35 en temps moyen. Si toutes les images de la série sont légèrement sous-ex, en des temps moyens qu'il faut corriger, boum, vous pouvez le faire ici. Alors je vous recommande pas trop quand même de travailler comme ça, parce que là, en l'occurrence, vous faites ça, vous avez pas d'histogramme, vous savez pas exactement ce qui va se passer sur toutes les images, donc vous avez quand même le avant et le après. Alors on va afficher, hop, la même qualité, on va mettre ça pour... voilà, ce qui m'a synchronisé, j'aimerais bien qu'il me synchronise le niveau de zoom, normalement il devrait pouvoir le synchroniser, entre le avant et le après, mais bon. Donc vous voyez quand même que c'est difficile sans avoir le avant et après côte à côte, c'est difficile de savoir ce qu'on fait exactement. Donc toutes les corrections, moi je vous dirais de ne pas les faire ici, mais plutôt de vous servir de cette fenêtre, de cette fonction, juste pour exporter des images. Donc on peut quand même faire des trucs cool, hein, comme par exemple convertir en profil, faire des recadrages, des redimensionnements, mais tous ces trucs là peuvent être quand même délicats, ça peut donner lieu à des erreurs, notamment convertir le profil. Bon, si vous avez déjà préparé vos profils et que vous savez exactement ce que vous allez allouer, c'est bon, mais pareil, je serais un petit peu méfiant à l'idée de faire ça ici, donc c'est cool, c'est bien de le proposer, mais juste moi je suis pas très à l'aise avec l'idée de le proposer ici, quoi. Donc ça c'est les actions que vous pouvez faire sur les images. Donc comme je vous dis, faites gaffe, il y a tout n'est pas sans risque, c'est pas typiquement le genre de truc que je traiterai automatiquement dans XNView, mais bon, vous pouvez faire des tests, faites des tests sur une série d'images, et si vous vous rendez compte que les résultats produits sont bons, si vous avez pu vérifier ça, vous le faites sur 10 images, bon ben voilà, vous pouvez balancer ça sur 5000 images et laisser tourner ça toute la nuit si c'est nécessaire, mais faites des tests avant, quoi, avant de balancer des histogrammes, des conversions de profil et tout. Voilà, regardez quand même ce que ça donne, et regardez-le dans un logiciel comme Photoshop ou un autre logiciel, un autre éditeur, pas dans XNView lui-même, c'est-à-dire en gros changer de moteur pour voir si la conversion s'est passée correctement. Et donc évidemment ce qui nous intéresse nous c'est le format de fichier, donc sortie. Là-dedans on va pouvoir choisir où est-ce qu'on met les images, on va pouvoir choisir toute une tonne d'options, notamment après la conversion, est-ce qu'on ouvre le fichier, est-ce qu'on ouvre l'explorateur. On peut, vous voyez aussi dans les options quand on enregistre, préserver le profil de couleur par exemple, et donc les formats sont ici, voilà tous les formats dans lesquels vous allez pouvoir enregistrer, ou vous pouvez mettre comme l'original quand c'est possible. Par exemple CR2 ça va être difficile, puisqu'évidemment vous pouvez pas faire des modifs sur un CR2 et l'enregistrer en CR2, faire un niveau sur CR2 et l'enregistrer en CR2 c'est pas possible, mais par exemple sur ces images les sortir en JPG, évidemment on va choisir JPG. On peut avoir du coup les paramètres qui surgissent dans cette fenêtre avec toutes les options pour chaque profil, et vous voyez que pour JPEG c'est très complet, on peut vraiment tout faire, y compris donc en l'occurrence conserver, vous le voyez, les données, les métadonnées et le profil ICC, puisque de toute façon ces trucs là ils ont été cochés ici. Juste un truc, vous voyez que si je décoche, on va mettre décocher, préserver le profil des couleurs, préserver les métadonnées, et dans paramètres ici, ces cases n'ont pas été décochées, donc faites attention à un truc, ces options-là prennent le pas sur celles du format. Donc en gros, quand je veux pas moi préserver les métadonnées, je les décoche ici, ça prend le pas sur ce qu'il y a dans voilà, la fenêtre de format. Si vous voulez être complètement paranoïaque et être sûr que ça fait bien ce que vous voulez, vous pouvez décocher ici. Et là, normalement, il n'y aura pas ni le profil, ni les métadonnées. Donc c'est dommage que ce soit pas asservi, mais en même temps, je comprends l'idée, qui est de dire, bon, on fait des choix pour les formats dans la majeure partie des cas, et puis hop, quand on veut vraiment pas le faire, hop, on décoche ici et ça prend le pas sûr. Donc ok, c'est une façon de réfléchir qui est pas non plus aberrante. Alors, puisque c'est des tâches qui peuvent être quand même assez gourmandes en temps machine, vous avez ici la possibilité de choisir le nombre de CPU core. Moi, en l'occurrence, il y en a 16 qui ont été détectés, c'est-à-dire 8 plus 2, enfin x2 avec les cœurs logiques, donc ça fait 16. Ça veut dire que si vous avez des milliers d'images à convertir et que vous voulez continuer à travailler pendant ce temps-là, vous pouvez diminuer le nombre de corps, ou au contraire, si vous voulez vraiment que ça aille le plus vite possible et vous laissez ça tourner la nuit, vous voyez que par défaut il était sur 1, ce qui est quand même un peu dommage, donc on peut lui mettre 14 ou 16, quasiment la totalité, et ce qui fait que chaque opération d'enregistrement se fait sur un corps, et donc on va pouvoir paralléliser les calculs, ce qui va aller beaucoup plus vite au final, quoi. Donc moi je vais en général laisser 4 ici, c'est-à-dire 2 cœurs, avec 2 cœurs hardware et 2 cœurs logique, pour pouvoir continuer à travailler. Et on va ensuite on va faire un test quand même. Donc on va créer un dossier
qu'on va appeler export, là où on a toutes nos images. On va faire un JPEG, on a dit que c'était du 80. Et juste pour le fun, on va quand même faire une action. On va mettre dans Hop Table, on va faire un niveau automatique. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, il va sur chaque image faire un coup de niveau automatique. C'est vraiment pour exporter des images pour un client, pour qu'elles soient prévisualisées, voilà, pour faire un choix par exemple. Alors une fois que vous êtes prêt pour enregistrer, on peut faire convertir. Hop, on va avoir une sortie avec tout ce qui a été fait. Durée totale 2 secondes, donc ça s'est plutôt bien passé. On va revenir sur le bureau, on va revenir dans le dossier. On a bien un dossier export et on a bien nos images avec un niveau automatique. Si je compare les images, alors vous voyez qu'il me les a renommées avec, il a rajouté un underscore résultat, ce qui est pas plus mal, vous savez quoi, parce qu'on va juste pour les besoins du tuto, on va les prendre et on va les mettre en fait dans le même dossier que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait je vais pouvoir tout simplement les ouvrir. Voilà. Et faire avant-après. Voilà, on voit bien le niveau automatique ici, entre ici le fichier brut, le CR2, et ici le JPEG. Donc par exemple, vous avez fait une série de photos pour un client, vous en avez 500, vous voulez les montrer rapidement dans un format adapté au web, qui soit voilà, pas trop lourd, et vous voulez faire une correction automatique dessus, en prévenant évidemment votre client que c'est pas une correction définitive, mais c'est juste pour montrer, admettons que toutes vos images aient été légèrement sous-ex en raison des conditions de prise de vue, et donc pour pouvoir les lui montrer sans qu'il vous dise « Oh là là, mais c'est un petit peu sous-ex », en disant « Oui, je sais, c'est un peu sous-ex », donc vous les corrigez en amont, pour pouvoir les lui montrer de la façon, voilà, que ce soit vite et bien, en précisant bien évidemment que ça moyennera une retouche plus en détail. Vous pouvez faire ça, vous voyez, ça prend quelques secondes, et c'est quand même assez pratique. Les images ont été, vous le voyez ici, sélectionnées automatiquement quand je reviens, donc ça c'est plutôt cool, et ces images maintenant, donc je vais les remettre dans le dossier export, vous voyez qu'on peut faire des déplacements directement dans XNView. Ces images qui sont les résultats JPEG, je peux aussi maintenant aller les envoyer par exemple par courriel ou par FTP, ce qui est quand même plutôt pratique puisque dans le même logiciel on peut les trier, les renommer, faire une retouche rapide, les convertir et les envoyer directement par exemple donc à un client pour qu'on puisse avoir une présélection d'images pour travailler sur les résultats définitifs. Donc vous voyez que c'est tout contenu en un seul logiciel. C'est le menu outils qui est vraiment le plus puissant de XNView et qui propose pas mal de choses pratique à ceux qui manipulent beaucoup de photos et qui propose, si mes souvenirs sont bons, à peu près tout ce que fait Bridge, si ce n'est évidemment les fonctions spéciales à Adobe, puisque évidemment XNView ne pourra pas le faire, mais tout ce qui n'est pas spécifique à Adobe, comme par exemple ouvrir des images en tant que calque Photoshop, qui est typiquement le genre de truc propre à Adobe, ou monter un panorama avec Photomerge, mais tout le reste des opérations sont faisables sans problème dans XNView.